et bienvenue à Hockey le Magazine. Ici Denis Gauthier avec mon collègue Jasmin Leroux. Et sans plus tarder, voici ce qu'on a pour vous cette semaine. On aura le segment équipement portant sur les sous-vêtements et la chronique sur la glace avec Ramzi Abid qui, lui, nous parlera des transitions offensives à 1 contre 1. Jasmin, tu as quoi pour nous, toi, cette semaine? Bien, moi, cette semaine, je vous propose une entrevue avec Gabriel Dumont, ancien membre de l'Organisation des Canadiens de Montréal et également des Vultures à Drummondville, avec qui il a gagné la Coupe il y a quelques années à Drummondville et qui maintenant, tranquillement, commence à faire sa niche dans la LNH et à se trouver sa place vraiment. Mais d'abord, je vous présente une entrevue avec Ève Crépeau, nutritionniste sportive, qui va vous parler cette semaine de la nutrition chez les adolescents. Hockey Magazine, c'est parti! Hockey Magazine, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. On est en compagnie cette semaine de Ève Crépeau, nutritionniste à l'INES, pour démystifier un peu la nutrition. Et cette semaine, on va surtout parler des adolescents et de, on va dire 12-13 ans et plus jusqu'à mener au début de l'âge adulte. Ève, je vais te demander tout d'abord, c'est un âge où les jeunes commencent à s'entraîner beaucoup, à faire de l'entraînement en gymnase. Qu'est-ce que tu recommandes à un jeune qui commence cette période de sa vie-là et qui doit surveiller son alimentation autant avant qu'après un entraînement qui est très demandant physiquement? Bien, c'est sûr que venir rencontrer une nutritionniste, ça aide parce que souvent, c'est sûr, je vais prêcher pour ma paroisse, mais ça aide parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a l'école, il y a les entraînements, il y a la croissance. Donc, c'est beaucoup de choses en même temps. Le corps a besoin de beaucoup d'énergie. C'est pas toujours évident de savoir combien manger, quand manger, quoi manger. Donc, d'avoir un guide par rapport à ça, c'est sûr que ça aide beaucoup. Il y a aussi une période de cette vie-là où on est au hockey, où on fait beaucoup de sport la fin de semaine, parfois dans des périodes de temps très courtes. On va aller faire un tournoi de hockey qui va être en 3 jours. On va jouer 5 ou 6 matchs de hockey. Parle-moi un petit peu de cette période-là, de ce week-end-là qui est très intense. Au niveau de la nutrition, comment on gère ça? Bien, premièrement, c'est de bien se préparer. On se prépare de 2 façons. Un, en s'hydratant bien avant le tournoi parce qu'on va perdre beaucoup d'eau. Donc, c'est super important d'augmenter son apport en hydratation avant. Super important aussi de bien manger des glucides avant, donc de se faire une espèce de petite surcharge en glucides les jours avant ou la journée avant pour être sûr d'arriver sur la glace avec suffisamment d'énergie. Puis ensuite, ce qui est le plus important, c'est la récupération. Parce que je vais avoir beaucoup de matchs en très peu de temps, donc moins de temps pour mon corps pour récupérer tous les glucides que je vais avoir brûlés dans mes muscles et compagnie. Donc, super important de prendre une collation récupération assez substantielle après chaque match qui va contenir des glucides, des protéines, bien se réhydrater aussi, même récupérer tout ce qui est le sodium, le sel que je vais avoir perdu dans la sueur, donc avec des boissons pour sportifs, mais juste avec des repas un peu plus salés dans cette période-là, ça va être super important. Donc, la nutrition dans un tournoi, dans une fin de semaine de hockey, vraiment pertinente. Vous, en tant que nutritionniste, quand vous rencontrez des sportifs, est-ce qu'il y a une alimentation en particulier pour les joueurs de hockey qui est différente, par exemple, d'un autre sport? Qu'est-ce qui est particulier à un joueur de hockey vraiment au niveau de la nutrition? Bien, je dirais qu'il n'y a pas quelque chose de particulier, un aliment clé pour le joueur de hockey. Les mêmes principes s'appliquent à tout le monde, mais c'est sûr que le hockey, c'est un sport très intense, de courte durée, donc, mais qui peut être répété en plusieurs matchs dans une fin de semaine de tournoi, par exemple. Donc, c'est vraiment d'ajuster les conseils par rapport à quand est-ce qu'il va y avoir eu le match. Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est le matin? Est-ce qu'il y en a plusieurs dans la même journée? Donc, c'est de relier tout ce qui est hydratation, collation avant, pendant, après, par rapport au sport en particulier qui va être important. L'adolescence, on le sait, c'est une période beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui bougent. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à un jeune peut-être qui veut brûler des étapes un peu ou qui va s'éparpiller dans sa nutrition lorsqu'il a 13, 14, 15 ans et qui va peut-être doit rester plus focus avec le plan de nutrition qu'il avait prévu à la base? Qu'est-ce que les jeunes font comme erreur ou que vous donnez comme conseil? Bien, souvent, les jeunes vont être très occupés justement avec l'école, tout ça, puis ils vont un peu escamoter leur collation. T'sais, ils vont manger les repas, mais ils vont pas nécessairement planifier d'apporter des choses à l'école avec eux avant l'entraînement, pour après l'entraînement, des choses comme ça. Donc, souvent, les collations sont mises de côté, mais c'est tellement important parce qu'un jeune comme ça qui dépense énormément d'énergie doit manger beaucoup et idéalement à des fréquences assez courtes. Là. Donc, manger peut-être aux 2-3 heures. Donc, de planifier ces collations-là, de penser à quoi apporter, de l'apporter, de choisir les bons aliments plutôt que d'aller, je sais pas moi, prendre quelque chose dans la machine distributrice à l'école quand j'ai faim. Donc, c'est d'essayer de structurer tout ça pour bonifier leur entraînement. Et en terminant, si on en parle un peu, quel genre de rôle vous accordez aux parents dans ce processus-là pour aider les jeunes, pour les accompagner? C'est quoi la tâche des parents là-dedans? C'est sûr que le parent, c'est lui qui gère l'offre alimentaire à la maison. Donc, déjà d'avoir des bons choix de collation, des bons choix de repas qui sont équilibrés, qui vont avoir suffisamment de glucides, suffisamment de protéines. Ensuite, le jeune, c'est à lui de décider, quelle quantité il va choisir par rapport
au niveau d'énergie, à son intensité d'entraînement, peu importe. Mais l'offre alimentaire, c'est vraiment souvent le parent qui va la décider. Donc, lui-même doit être au courant des recommandations de nutrition, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est à éviter, pour qu'il puisse donner le maximum à son enfant. Bien, Ève Crépeau, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Cette semaine à la question quiz. Avant de joindre les rangs de l'organisation du Lightning de Tampa Bay en 2016-2017, Gabriel Dumont, un natif de Desjely dans le Bas-Saint-Laurent, a effectué ses débuts chez les professionnels avec le Canadien de 2009-2010 à 2015-2016. Combien de matchs a-t-il joué dans la Ligue nationale avec le CH? Est-ce que c'est A, 16, B, 17 ou C, 18? La réponse après la pause. La réponse C, 18. Gabriel Dumont a disputé 18 matchs de l'uniforme du Canadien entre 2009 et 2016, mais c'est principalement avec son club école des Bulldogs de Hamilton et des Ice Caps de St. John's dans la Ligue américaine qu'il aura fait ses classes, prenant part à 389 matchs de saison régulière dans les mineurs au cours de cette période. Il est néanmoins parvenu à disputer 39 matchs avec le Lightning dans la LNH la saison dernière. On l'a d'ailleurs rencontré dans le cadre du segment Parcours vers la LNH. Moi, j'ai toujours joué chez nous, dans mon petit coin. On avait du 2C dans le temps, c'est sûr. Je pense que maintenant, c'est changé, mais on avait du 2C. Ça, c'était le double lettre chez nous. Sinon, pour jouer au 2A, qui était le gros calibre, c'était vraiment d'aller en pension là, à 12-13 ans. Fait que c'était pas quelque chose qui était très vraiment intéressant, mais je pense que je changerais ça pour rien. On avait vraiment une bonne équipe. On a 3-4 gars qui ont joué junior majeur dans cette équipe-là. J'ai eu la chance de gagner la Coupe Dodge 2 fois. Fait que c'est des beaux moments, là. C'est dans les plus beaux moments de ma carrière, c'est sûr. Ça l'a aidé quand j'étais arrivé junior, puis quand j'étais arrivé professionnel. Moi, à 14 ans, je suis parti aller jouer midget 3 en pension. Fait que c'est sûr que c'était difficile le premier temps, mais au moins, c'était juste comme à 1h15. Fait que je voyais mes parents venir à chaque match à domicile. Fait que c'était plus facile, mais comme je te dis, ça m'a aussi préparé pour être depuis quand j'étais arrivé junior, puis j'ai pas eu vraiment d'adaptation à faire quand j'étais arrivé junior. Je pense que l'année qui m'a le plus marqué, c'est vraiment les 2 années. Puis oui, deuxième année, on a remporté la Coupe Dodge. Puis cette année-là, on était vraiment bon. Puis on n'a pas perdu beaucoup de matchs. Mais ensuite, mon année Bantam, première année, c'était ma dernière année au hockey mineur. Après ça, j'ai joué au midget 3. Fait que c'était vraiment... J'ai gagné la Coupe Dodge encore là, mais même dans notre ligue, on n'était pas nécessairement les meilleurs toute l'année. Puis on a réussi à sortir. Puis c'était vraiment une bonne gang de gars. Puis c'est une des premières fois que j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire. C'est pas toujours les meilleurs qui gagnent, mais c'est la meilleure équipe. C'était vraiment ça. Nous autres, quand on était jeunes, on montait. Des fois, on avait la chance de jouer au Colisée de Rimouski. J'ai joué le Pee-Wee de Québec au Colisée. Dans le temps, c'était le Colisée. Ça aussi, c'est des grosses arénas. C'était vraiment impressionnant. La petite aréna chez nous, même quand j'y retourne l'été pour patiner, c'est toujours un sentiment le fun. Là. Je vois encore les bannières, puis les portes où la tombe, c'était la chambre numéro 2, puis oui, la chambre numéro 4, des choses comme ça. Fait que c'est toujours des choses que je me rappelle, puis je me rappelle de tous les souvenirs. Fait que j'adore ça, retourner dans ces arénas-là. En premier, c'est de s'amuser. Pour moi, je pense que je vois, je participe à des écoles de hockey, puis tout ça, puis je vois des parents qui mettent beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi de nos jours dans les enfants, mais je pense que le hockey, ça revient à s'amuser, puis c'est comme ça que tu développes la passion. Que après ça, les gens ils me disent toujours « Ah, t'as fait tellement de sacrifices », mais pour moi, c'était pas des sacrifices, là, c'était ça, puis c'était comme ça. Ça me faisait pas mal au cœur de m'en aller en passion. Ça me faisait pas mal au cœur d'aller m'entraîner quand mes chums ils faisaient le party, des choses comme ça. Là. C'est que vraiment, quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs au hockey mineur qui m'ont créé une passion en moi, qui m'ont démontré comment avoir l'amour du hockey. Puis vraiment, je pense que c'est ça le plus beau conseil que tu peux dire aux jeunes, c'est va sur la glace, puis amuse-toi, puis oublie tout. Quand tu es sur la glace, c'est ton monde, tu t'amuses, puis après ça, quand tu enlèves tes patins, tu fais qu'est-ce que tu veux, mais je pense que c'est ça le plus important. Mon premier match dans la Ligue nationale, c'est sûr que c'était spécial. En plus, comme tu dis, c'était avec le Canadien de Montréal. C'était au Centre Bell. J'ai eu la chance de jouer au Centre Bell. C'était la fin de saison. Il restait 3 matchs à l'année du Canadien. C'était drôle aussi en même temps parce que c'était contre le Lightning. Puis à ce moment-là, c'était Guy Boucher, l'entraîneur, qui était mon entraîneur au niveau junior. Fait que, il y a beaucoup de choses que tu dis des fois. C'est juste des coïncidences ou c'était comme ça, ça avait déjà été placé. Mais écoute, c'était un moment incroyable. Je
pense que c'est dur quasiment de m'en rappeler parce que ça s'est tellement passé vite, ça s'est tellement passé dans un flash. Tout le monde t'appelle, tout le monde te fait ci, tu fais ça, tu essaies de juste passer au hockey. Puis, comme je te dis, c'est quasiment juste un flash, mais la foule du Centre Bell, puis l'atmosphère, être dans la chambre du Canadien avec tous les noms, puis comme le temple de la renommée du Canadien qui est accroché dans la chambre, des choses comme ça, c'est sûr que c'était un moment énorme pour un petit Québécois. Là. Bonjour, ici Pierre Mondeau. Vous regardez Hockey, le magazine à RDS. On est en compagnie cette semaine de Tommy Da Silva, qui est gardien pour les riverains du Collège Charlemagne. Tommy, l'an dernier, en 2016-2017, tu as gagné le trophée du meilleur gardien espoir de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Tu as vu une saison vraiment phénoménale. Parle-moi un petit peu de cette deuxième année maintenant au niveau Midget 3. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Je dirais c'est une saison... en fait, c'est différent. Revenir à une deuxième saison, ça permet je dirais, plus travailler les choses avec plus de confiance. Je pense que le but, c'est de revenir, de faire, plus qu'on est plus vieux, de pouvoir se permettre de jouer plus en confiance, puis d'aller chercher une meilleure expérience, puis pour être capable d'aller chercher le niveau supérieur de façon plus stable, je pourrais dire. Ouais, Tommy, c'est un athlète exceptionnel, un étudiant exceptionnel, une attitude hors pair. Je pense que c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a été invité justement avec l'équipe Canada des moins de 17 ans. C'est parce qu'il fait tout bien. C'est la patinoire hockey peut-être, que l'an passé, il a connu une saison qui était exceptionnelle. Je pense qu'il a commencé avec 10 ou 11 victoires de suite. Tu parles de nouvelles expériences que tu peux vivre cette année. Tu en as vécu d'ailleurs une belle au mois de novembre dernier. Tu as été le seul gardien au Canada à faire la compétition des moins de 17 ans en provenance du Midget 3A. Tous les autres gardiens jouaient au niveau junior. Toi, tu joues au niveau Midget 3A. Ils ont invité à joindre l'équipe Canada Rouge. Parle-moi un peu de cette expérience-là. Tu étais avec des gars, peut-être de ton âge, mais qui étaient quand même rendus à un échelon supérieur au niveau du hockey. C'était vraiment une belle expérience. Sincèrement, il y avait des joueurs que je connaissais dans mon équipe, dont Alexis Lafrenière, Xavier Parent, d'autres joueurs tellement talentueux. Puis c'était juste d'avoir la chance de pratiquer avec des gars comme ça, puis de pouvoir leur reparler, de voir un peu qu'est-ce qui était rendu, puis de pouvoir jouer avec eux autres, c'était vraiment incroyable. Puis le tournoi comme tel aussi, c'est vraiment une très belle expérience. C'est un beau fait d'armes que tu as eu. Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que quelques semaines avant, c'était la nouvelle que tu commençais à sentir venir? Ou... Non, j'avais eu... on a fait quelques camps. J'ai participé au camp pour les U16 de gardien de but. Ensuite, on a eu le camp avec les joueurs. Puis ensuite, on a eu... c'était les U17, puis ils basaient leur sélection sur ça. Puis j'ai appris environ peut-être une semaine et demie ou 2 semaines avant le camp que je participais à l'équipe, puis que j'allais me rendre là-bas pour le tournoi. Tu as finalement disputé un match, et c'était pas contre n'importe qui, tu as affronté la Russie. Ce match-là en particulier, tu en as gardé des filets dans ta vie, mais ce match-là contre la Russie, au moins 17 ans avec le chandail du Canada, quel souvenir t'en gardes de ce match-là? Je pourrais dire que c'était vraiment des très beaux souvenirs, je pourrais dire émotionnels. Là-bas, c'était incroyable de jouer devant tous les fans qui étaient là pour nous autres, puis qui s'étaient déplacés juste pour nous voir. Et c'était incroyable. Juste en arrière du filet, quand on faisait un but ou juste après un arrêt, sentir tout le monde en arrière, c'était vraiment incroyable. C'est un petit gars qui a tellement de vouloir, qui a tellement l'attitude pour monter. Nous, quand on l'a pris l'an passé à 15 ans, il était backup Bantam 3A. Il n'a pas baissé les bras, il a continué de travailler. Il est arrivé au camp après, une grosse été. Donc, je pense que c'est ça, Tommy Da Silva. C'est un battant, c'est un travaillant. Puis quand tu fais ça, tu peux avoir du succès, puis c'est ce qui l'amène là présentement. En terminant, y a-t-il des objectifs que tu t'es fixé un petit peu pour la fin de la saison, peut-être pour l'an prochain éventuellement, pour accéder au niveau de la Ligue de hockey junior major du Québec? C'est sûr que les objectifs de performance, c'est dur à dire, puisque le hockey, c'est un sport d'équipe. Mais quand je vais dans les buts, mon objectif, c'est vraiment de donner une chance à mon équipe de gagner. Puis c'est ça que j'essaye de faire à toutes les fois. Puis je pense que c'est en jouant comme ça que je vais pouvoir aller chercher le niveau supérieur. Bien, Tommy, on va souhaiter la meilleure des chances. Un gros merci. Merci beaucoup. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey.
Cette semaine, à la chronique équipement du trio hockey, j'ai avec moi notre spécialiste Éric Dupont, avec qui on va discuter cette semaine de sous-vêtements hockey. Éric, je ne sais pas si tu es dans la même lignée de pensée que moi, mais j'ai l'impression que les sous-vêtements hockey sont souvent négligés quand vient le temps de choisir des pièces d'équipement. Effectivement, Denis. C'est souvent une chose qu'on ne regarde pas. Parce que des fois, on dit le budget passe ailleurs, mais les sous-vêtements, c'est super important. Les joueurs de hockey ont beaucoup d'habiletés. Et puis, il faut qu'ils soient à l'aise physiquement et mentalement. Mais si t'es pas... Il y a une expression anglaise qui dit « look good, feel good, play good ». Ouais. Donc, si tu n'as pas tout le combo ensemble, ça inclut les sous-vêtements, tu ne te sentiras pas bien, donc tes performances pourraient en être affectées. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, les sous-vêtements, là, c'est comme le reste, c'est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus à la fine pointe. Puis on est loin du bon vieux temps du Canadien lorsqu'on mettait des combinaisons d'hiver ou des vieux T-shirts pleins de trous. Évidemment, ça suit le reste, la tendance du reste de l'équipement. On se perfectionne d'année en année. Effectivement, nos fournisseurs, c'est Bauer, CCM, Warrior, Under Armour. Ils ont des nouvelles technologies. Puis on va commencer par la gamme Bauer Premium, qui est disponible en chandail à manches longues, en short et en pantalon avec coquille. On parle ici de la technologie 37.5 qui favorise l'évaporation de l'humidité, sans oublier un traitement contre les odeurs Sanitize. C'est aussi conçu d'imprimer adhérents haute définition sur les manches pour aider à maintenir les protège-coudes bien en place. À noter que les pantalons ou les shorts sont vendus avec la coquille. Et ça, la coquille, Éric, je te le confirme, pour un joueur de hockey, c'est extrêmement important. Il y a Under Armour aussi qui veut nous présenter quelque chose de bien. Under Armour, qui est un leader dans les vêtements athlétiques, a aussi une ligne pour les sous-vêtements de hockey. Ici, on a la collection Pure Strike Grippy qui est disponible dans le bas et le haut. Il s'agit en effet de sous-vêtements compression. Sa technologie anti-odeur Pure Strike aide à prévenir les mauvaises odeurs. Et les imprimés Armor Grip aident quant à eux à maintenir l'équipement bien en place. Et pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, évidemment, parce que les combinaisons ou l'équipement ne tient pas en place, ça enlève beaucoup de confort et de concentration qui vient nous déranger durant un match ou une pratique. Il y a Vic qui a quelque chose aussi. Oui, Vic est un produit très populaire parmi nos clients. Ce produit spécifique est disponible en ensemble de deux, donc le bas et le haut, et aussi une version comme nos grands-parents ou nos parents pouvaient porter avec un zipper au centre. Important de signaler également que cette combinaison, ou comme tous les autres, viennent souvent en format adulte, hommes ou femmes, juniors et enfants également. Est-ce que tu as des conseils à nous donner avant de partir pour le choix des combinaisons? C'est un peu comme magasiner des vêtements. C'est important de choisir la bonne grandeur, d'être confortable et déterminer le niveau de technologie qu'on désire. Super, merci beaucoup. C'est encore intéressant de savoir qu'on est bien loin du temps des Canadiens. Même dans mes débuts dans le national, l'évolution change aussi pour les sous-vêtements. La semaine prochaine, quand on se revoit, on va faire plaisir aux gardiens de but. On va commencer à parler de l'équipement de gardien. Ici Marc Bergevin. Vous regardez le Hockey Magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Capped Order, hygiène du sport. Capped Order passe à l'action. De retour cette semaine avec Ramzi Abid. Ramzi, cette semaine pas compliquée, tu nous parles d'une situation 1 contre 1. On va faire un contre 1 qui va simuler une transition. On va mettre l'accent sur le côté offensif. On va vouloir qu'il prenne l'information tout en faisant son pivot d'ouverture. Tandis que le défenseur, évidemment, ça va travailler son jeu de pied, mais aussi le gap. Le gap, c'est la distance entre le défenseur et l'attaquant. Super, on regarde ça tout de suite. Alors, les joueurs sont placés, sont prêts. Explique-nous ce que tu veux montrer. Aujourd'hui, on va travailler une situation d'1 contre 1 qui va simuler une transition. Si je siffle, le joueur d'attaque doit faire un virage vers la bande pour tomber en protection rondelle et il va engager une transition avec Denis. Je vais vouloir qu'il prenne l'information tout en gardant sa vitesse avant d'effectuer son pivot d'ouverture. Parfait. OK, les boys. Up. Good job. Excellent. Hop. OK, hop, stop. Maintenant, on voit que les attaquants, ils font un arrêt brusque. En tant qu'allié, on ne veut pas faire un arrêt brusque, on veut garder notre vitesse 1. Deuxièmement, tu dois absolument prendre l'information avant d'effectuer ton pivot d'ouverture. Donc, si ton défenseur a la rondelle, prise d'info, pivot d'ouverture, hop, monte ta cible à 45. OK, les boys? On en recommence ici. Let's go, hop!
Maintenant qu'on a vu ça, il y a un niveau de difficulté qu'on peut augmenter de cet exercice-là. Oui, là, on va envoyer un joueur en repli défensif. Donc, dès que le joueur touche la rondelle, on va envoyer un joueur. Le porteur de la rondelle doit prendre la bonne décision. On ne veut pas créer de revirement à la ligne bleue. Il n'y a pas un entraîneur qui aime ça. Mais Garde ta vitesse. Go, 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 go! Hop, 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 hop. Excellent. Hop, 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 reste avec. Good. Excellent. Il est temps. parfait. On revient, messieurs. Go! OK, stop. Maintenant, on a une situation qui arrive souvent dans un match. Je peux savoir la rondelle? L'accent, pour la plupart des entraîneurs, c'est le joueur en repli défensif. On a une situation ici que le joueur, il y a le joueur dans sa phase, le défenseur, j'ai le joueur en repli défensif qui s'en vient. Il devait tout simplement placer la rondelle et utiliser sa vitesse au lieu de créer un revirement à la ligne bleue. Fait qu'on va le réessayer à partir d'ici. Le défenseur ici, joueur en repli défensif. Go, go, go! Good. Excellent. On joue en zone offensive au lieu de jouer dans notre zone. Hop. Excellent. Prise d'info, garde ta vitesse. Hop, hop, hop. On a une situation ici que le défenseur, il y a une bonne distance entre l'attaquant et lui-même. J'ai un joueur en repli défensif ici. Tout ce que j'ai à faire, après avoir pris ta prise d'info, tu sais que ton défenseur est ici, tu as juste à placer la rondelle en arrière de lui et de patiner au lieu de créer un revirement ici à la ligne bleue. OK? Fait qu'on va recommencer à partir d'ici. Défenseur ici. Go, go, go! Good. Good job. Alors, dans un exercice comme ça, là, il y a une multitude de facettes qu'on peut travailler. On peut travailler le joueur offensif, les virages. Si un entraîneur qui est ses détails peut travailler le défenseur, le joueur repli défensif. Il y a beaucoup de progression qu'on peut faire partir de ça. Beaucoup, énormément de progression, mais l'accent, surtout, c'est sur les ailiers. On doit absolument prendre l'information. On doit savoir quoi faire avec la rondelle avant de la recevoir. À ce moment-là, on va faire des meilleurs jeux pour l'équipe. Ah, c'est super bon. Merci beaucoup de ton temps. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. C'est déjà tout pour une autre émission de Hockey le Magazine. Voici ce qu'on a pour vous la semaine prochaine. Jasmin Leroux rencontre le préparateur physique Stéphane Dubé qui discutera de cardio et de musculation. Une entrevue avec le vétéran de l'organisation des Highlanders, Steve Bernier. La chronique équipement avec Éric Dupont qui traitera sur les jambières de gardien de but. Et le segment sur la glace avec Steve Brûlé. Tout ça et beaucoup plus à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.